relie les expéditeurs à leurs clients sur les 3 côtes maritimes en Amérique du Nord, favorise la croissance de la chaîne d'approvisionnement pour aider les clients à réussir dans leur marché, facilite les échanges commerciaux nord-américains avec le monde et stimule l'économie canadienne. Dans sa quête incessante pour devenir le chemin de fer le plus sûr en Amérique du Nord. Hello everyone, and welcome to our first event of the year. My name is Uri Sheikh, and I represent CN on the board of directors of the Traffic Club of Montreal. CN has a long and rich history of supporting the club. We are proud to continue to support the Traffic Club during these challenging times and to help our customers, business partners, and industry stakeholders stay connected. We have a great speaker lined up for you today that will cover a topic that's top of mind for many organizations. I hope you enjoy the session and feel free to visit me at table number 3 following the session. Merci beaucoup, Uri. Merci beaucoup, CN, commanditaire principal de l'événement. Nous sommes très reconnaissants de votre appui et très heureux de vous compter parmi nos membres. Bienvenue à tous. Before we begin, I really want to make sure that our English-speaking guests have access to translation. If in a few moments you're not sure, is it my Russian accent that you still hear or is it real French? The chances that you're still in the French room, you will need to leave your virtual table and go access interpretation image in order to access the translation that is generously provided by the Montreal Gateway Terminals, the premium sponsor of the event and the great partner of the club. MGT, a loyal partner to the supply chain and to the success of the vibrant gateway through Montreal for the past 50 years. Innovating and surpassing expectations by helping to bring products to market in the most reliable and cost-effective way. Montreal Gateway Terminals Partnership, dedicated to your success for the next 50 years. Avant de poursuivre, j'aimerais prévenir tous les invités que si jamais notre plateforme virtuelle tombe en panne, rapidement, vous recevrez un courriel avec le lien pour suivre cet événement sur une plateforme d'urgence que nous avons préparée pour vous. Je voudrais maintenant saluer nos membres. Grâce à votre soutien extraordinaire, le club continue d'innover et de diversifier ses activités. Comme nous avons annoncé au début de cette année, le conseil d'administration reste déterminé de garder la chaîne d'approvisionnement connectée. Donc, nous allons poursuivre notre virage virtuel. Nous sommes convaincus qu'en ce temps de distanciation sociale, il est très important de se réunir, de travailler ensemble pour trouver des solutions et de renforcer les relations d'affaires. Nous sommes conscients aussi, je sais que nous avons tous une fatigue virtuelle en ce moment. N'oubliez pas que les événements virtuels nous permettent d'avoir une connexion sans frontières et je suis d'ailleurs très heureuse d'accueillir parmi nous aujourd'hui Toronto Transportation Club et the Chicago Traffic Club. Et je remercie aussi tous les invités qui ont eu quelques difficultés techniques ce matin pour se connecter à notre plateforme, mais ils sont restés déterminés et avec réussite, ils sont joints à notre groupe fantastique. Et aussi, nous sommes très heureux d'accueillir les invités de nos membres qui participent à notre événement pour la première fois. J'espère que vous avez apprécié votre réseautage avec nos membres et que vous allez rejoindre notre réseau, le plus grand réseau des professionnels de chaîne d'approvisionnement de Montréal. Adhérez-vous au club, suivez-vous sur nos réseaux sociaux et surtout ne manquez pas les futures occasions de discuter des sujets de l'actualité. Et notez que notre prochain événement se tiendra en avril et il prendra une forme de table ronde où on va discuter le futur et l'avenir de l'industrie de commerce de détail avec the Retail Council of Canada. Avant de vous présenter notre invité spécial, j'aimerais remercier une autre grande partenaire du club et commanditaire prestige de l'événement, Administration portuaire de Montréal. Merci beaucoup pour votre soutien continu depuis toutes ces années et de votre contribution à la prospérité de nos membres. The Port of Montreal has always been a preferred destination for marine carriers for many reasons.
Internationally recognized as a leader in innovation, the Port of Montreal has continuously renewed and optimized its infrastructures in order for everyone to benefit from its exceptional geographic setting. Located on the majestic St. Lawrence River, 1,600 kilometers from the Atlantic coast, it's at the very heart of North America and privileges inland access. This strategic position makes it possible to quickly reach thousands of businesses and distribution centers in Eastern Canada, in Ontario, the Midwest, and the Northeastern United States. Trucks and trains can reach and serve more than 110 million consumers in as little as 48 hours. As the second largest port in Canada and Quebec's only container port, the Port of Montreal is a diversified transshipment center handling all types of cargo, whether containerized, oversized, liquid bulk, or dry bulk. It also welcomes more than 100,000 cruise passengers per year. Unique in North America, Montreal is a destination port without stopover, where ships are 100% loaded and unloaded, promoting efficiency and cost optimization regardless of the size of the ship. Furthermore, our carriers' direct services with transshipment ports in Europe, the Mediterranean, and the Caribbean connect Eastern Canada and the industrial heartland of North America with more than 140 countries around the world. Served by the world's largest marine carriers, the Port of Montreal handles more than $40 billion worth of merchandise each year, making it an important economic engine for the country. A vital link in the North American supply chain, the Port of Montreal is connected to a vast network of highways and pipelines. The Port of Montreal has always been recognized for the fluidity of its operations. It also owns its integrated network of railways on the wharves, which allows it to assemble Canadian National and Canadian Pacific Rail convoys directly at the terminals. This advantage results in a shorter container dwell time, which is on average much shorter than that recorded at ports on the east coast of North America. Always seeking innovative solutions to meet logistics challenges, protect the environment, and gain efficiency in all its activities, the Port of Montreal is recognized today for its leadership in the development of smart solutions aimed at offering a fluid, human, and sustainable world to its employees, partners, and neighboring communities. With an evolving marine industry and tremendous development prospects on the horizon, the Port of Montreal's future looks brighter than ever. Sans plus attendre, je vous présente notre conférencier invité d'aujourd'hui, Arnaud Mangematin, un expert en résilience organisationnelle qui nous parlera d'un sujet qui préoccupe de nos plusieurs membres, la cybersécurité. Arnaud, il a un parcours impressionnant. En 2013, il a obtenu une maîtrise en gestion des risques et des crises à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Par la suite, il a occupé plusieurs postes de consultant auprès de majeures sociétés françaises en même temps qu'il a enseigné à l'Université de Paris 1. Et en 2019, Arnaud arrive à Montréal où il rejoint CGI, une multinationale canadienne des technologies d'information. Bienvenue, Arnaud. Connaissant les membres du club de trafic, je vous garantis que vous recevez une tonnerre d'applaudissements en ce moment. Alors, Arnaud, les risques font partie de votre quotidien et je suis certaine que vous avez une multitude d'exemples à nous présenter. J'aimerais un peu que vous nous élaborez sur votre rôle au CGI et de nous parler de cybermenaces. Donc, parole est à vous. Merci, bonjour à tous et merci Marina pour l'invitation et me permettre aujourd'hui de m'exprimer devant le Club Trafic de Montréal et l'ensemble de vos invités. Effectivement, exactement, vous l'avez dit, mon métier c'est d'accompagner les entreprises et les administrations à se préparer à faire face à des scénarios de risques majeurs, y compris les cybercrises. Je travaille au sein de CGI, que j'avais déjà rejoint en France avant de les rejoindre à Montréal. Le métier de CGI, c'est d'accompagner ses clients dans leur transition numérique, et y compris en termes de cybersécurité. À ce titre, je fais partie d'une équipe de 1500 experts en cybersécurité dans le monde, dont environ une cinquantaine de membres à Montréal. Pour répondre aux deux questions qui viennent de m'être posées, je vous propose l'agenda suivant aujourd'hui. C'est d'abord de commencer par
un cas concret, présenter un cas pour essayer d'illustrer avec vous qu'est-ce qu'une cybercrise. Et puis, je vous donnerai 10 conseils pour vous préparer à faire face à ces cybercrises. Je rentrerai vraiment un peu plus en détail sur ces conseils un peu plus tard. Et on terminera par une séance de questions-réponses. Et je serai très heureux de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'ordre du jour, je vous propose qu'on commence par le cas concret. Le cas concret que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est la cybercrise qui a touché Maersk en 2017. Pourquoi j'ai choisi ce cas? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est en tant que leader du transport maritime, d'affréteurs de containers, j'ai estimé que c'était un domaine qui pouvait vous parler et auquel vous pourriez plus facilement vous identifier. L'entreprise a communiqué énormément sur ce qui lui était arrivé dans une logique de partage d'informations et ça a été facile pour moi de vous présenter ce cas avec des informations publiques sans vous révéler de secrets d'autres cas qui auraient pu se passer ailleurs. C'est aussi un cas qui est typique et qui est riche d'enseignements, donc on va pouvoir tirer quelques enseignements ensemble de ce cas. L'histoire commence en Ukraine le 27 juin 2017. Je vous passe sur les éléments géopolitiques qui font que l'Ukraine subit des pressions. Il en résulte que le matin du 27 juin 2017, des centaines d'entreprises et d'administrations voient rentrer le malware NotPetya dans leur système. NotPetya, c'est donc un malware de type qui s'attaque au système Microsoft Windows et qui se propage dans les réseaux comme un vers informatique et qui se présente comme un ransomware. Par contre, vous n'avez aucune chance de récupérer vos données en payant une rançon, puisqu'en fait, c'est un malware de type wiper qui détruit vos systèmes. Là où c'est intéressant pour notre histoire, c'est que Maersk utilisait un logiciel un fournisseur ukrainien pour son logiciel de paiement de taxes. Et c'est par ce biais, en fait, que Maersk a été infecté. Après la première infection, il a suffi de 7 minutes, je dis bien 7 minutes, pour que l'ensemble des postes de travail et des serveurs de Maersk soient infectés dans le monde entier. Donc en 7 minutes, vous avez 50 000 postes de travail, 3 500 serveurs, vos systèmes de gestion, votre site web qui ne sont plus utilisables. Imaginez à quel point c'est compliqué pour une entreprise, surtout une entreprise de transport, de ne plus être capable de prendre de nouvelles commandes et puis surtout de gérer les commandes qu'elle a en cours. C'est-à-dire, elle ne sait plus quelles sont les commandes qu'elle a, à qui appartiennent les containers, où est-ce qu'ils doivent être livrés, où est-ce qu'ils sont actuellement. Donc, c'est un gros problème. Et puis, surtout, les systèmes informatiques de Maersk ont été indisponibles pendant plus de 4 semaines, jusqu'à ce qu'ils aient pu être reconstruits progressivement et rendus disponibles pour les employés. Donc, vous avez aussi 100 000 employés qu'il faut occuper, et qui, à mon avis, étaient bien occupés aussi quand même pour essayer de réparer ce qui se passait. Ça a coûté plus de 300 millions de dollars de réparation informatique, mais ça a coûté plus d'1,2 milliard de dollars à l'entreprise de pertes opérationnelles de ne pas avoir pu opérer pendant cette période. On va juste tirer quelques enseignements rapides. C'est que l'entreprise a été affectée par un tiers qui était connecté à son système d'information. La vulnérabilité qui a été utilisée était connue et c'était la même vulnérabilité qui avait été employée par WannaCry quelques semaines, mois plus tôt. L'entreprise a été indisponible pendant 4 semaines. Il faut se préparer à ça, à fonctionner sans système d'information pendant 4 semaines. Et puis l'entreprise a été impactée dans le monde entier en même temps. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir après. Et ça me fait une bonne transition pour vous donner les caractéristiques des cybercrises. Juste avant, je veux juste revenir sur qu'est-ce qu'une crise et qu'est-ce qu'une cybercrise. Une crise, c'est une situation inhabituelle qui peut être déstabilisante, voire très déstabilisante au risque de faire disparaître une entreprise et qui nécessite donc la mise en place d'un mode de gouvernance temporaire pour gérer cette crise. Le mode de gouvernance
temporaire, c'est le dispositif de gestion de crise. Ou parfois au Québec, j'ai pu voir le dispositif des mesures d'urgence. C'est bien de cette chose-là dont on parle. Ce n'est pas un fonctionnement normal de l'organisation, mais c'est un fonctionnement de l'organisation quand elle fait face à une crise. Des crises dans votre secteur, je suis sûr que vous en avez déjà connu, que ce soit des accidents de transport, des pollutions localisées, etc. Mais aujourd'hui, on parle des cybercrises. Et qu'est-ce qu'une cybercrise? C'est une crise qui trouve soit son origine, soit ses impacts dans le cyberespace, donc liés à vos systèmes d'information. Ça peut être par exemple une fuite de données sensibles qui vous appartiennent. Ça peut être l'indisponibilité de vos systèmes industriels. Ça peut être un ransomware sur vos systèmes de gestion, tout ce genre de choses. Et ces cybercrises, par rapport aux crises, elles ont des caractéristiques. Elles sont incertaines. Des fois, vous avez vos systèmes qui tombent en panne et vous ne savez pas pourquoi. Et ça va demander des investigations pour comprendre ce qui se passe. Alors qu'un incendie, vous voyez le feu et vous voyez ce qui se passe et c'est plus facile pour réagir. C'est des crises qui sont durables. Là, dans le cas que je vous ai présenté, ça a atteint l'entreprise pendant plusieurs semaines. C'est des crises qui sont évolutives. Quand vous avez un attaquant qui est sur votre réseau, il peut avoir d'autres actions que celles qu'il a déjà opérées et vous continuez à vous porter atteinte de pire en pire. C'est des crises qui sont étendues dans le sens où, avec la globalisation des systèmes d'information et puis l'ouverture de vos réseaux internes, c'est l'ensemble de votre organisation qui est impacté dans le monde entier, alors que quand vous avez un accident, par exemple, il a lieu sur un site industriel à la fois. Vous n'avez pas le même accident qui se reproduit sur l'ensemble de vos sites. Et c'est des crises qui nécessitent une expertise particulière. Et pour toutes ces caractéristiques, c'est des crises qui nécessitent de s'y préparer encore plus. Très bien. Tout d'un coup, j'ai envie de changer tous mes mots de passe et je pense que aussi nos participants ont tout d'un coup veulent lâcher leur cellulaire et leur tablette. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous donner les outils pour vous protéger. Mais avant tout, on aimerait, Arnaud, j'ai envie de sonder un peu notre audience aujourd'hui. Donc, dans quelques secondes, chers participants, vous allez voir sur vos écrans un sondage en direct à faire par notre commanditaire Or, Essor Assurance. Et je vous invite à répondre à une seule question. Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure êtes-vous prêt à faire face à une cybercrise? Donc, j'attends le message de studio que le sondage est lancé. Et je tiens d'ailleurs à remercier Essor Assurance pour sa contribution à l'événement et pour son soutien au club. Essor est notre assureur depuis nombreuses années, vous savez, Arnaud, et je suis très heureuse qu'il y a plusieurs années, notre courtier nous a approchés pour dire est-ce que vous pensez les cybermenaces, est-ce que vos infrastructures sont assez protégées? Et je suis heureuse, après avoir entendu cette histoire, que nous avons bien écouté notre courtier Essor Assurance et nous avons pris une couverture contre une cyberattaque. En attendant que, je ne sais pas si nous avons reçu le résultat de sondage, on va poursuivre, on va vous présenter dès que les résultats seront disponibles. Donc, Arnaud, maintenant que nous avons déterminé quelles sont les cyberattaques existantes et comment elles peuvent nous arriver, donc moi, je pense qu'on a une mission de donner les outils à nos participants de se préparer. Et sans doute, vous savez que les premiers cas de cybercriminalité ont lieu même avant que l'Internet existait, mais maintenant, avec l'Internet qui grandisse, les cyberattaques aussi deviennent plus sophistiquées. Donc, Arnaud, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire que les systèmes informatiques, c'est juste les systèmes informatiques qui seront affectés par une cyberattaque, à votre avis? Ouais. Je pense qu'on a une belle illustration avec le cas que je vous ai présenté. Effectivement, le premier impact, on va dire, d'une cyberattaque, c'est de porter atteinte à vos systèmes d'information. Mais très vite, il y a donc des impacts opérationnels, des impacts d'image, des impacts sur vos ressources humaines, éventuellement des impacts sur la sécurité, la santé, l'environnement, pourquoi pas. Donc, c'est toute l'organisation qui doit se préparer à faire face aux cybercrises et pas seulement la direction des systèmes d'information de l'entreprise.
Intéressant. Je crois que nous avons les résultats de sondage. Je ne sais pas si on peut les afficher. Donc, on regarde rapidement. Ouh, on a quand même l'audience qui se situe au milieu. Ils disent on est prêt, on va poursuivre. C'est bon. Ça veut, si on prend une échelle CMMI, le 3, ça veut dire que vous avez déjà des ressources, des politiques en place et des ressources, mais vous demandez encore à pratiquer. Donc, Très bien. Non, ben, je ne pense pas que cette petite question, la prochaine question que j'ai envie de vous poser, elle est pertinente pour nos clients qui se trouvent quand même à 40 prêts à faire face à une cybercrise. Mais pour les entreprises comme Club de trafic plus petits, est-ce que vous croyez juste avoir un programme antivirus? Est-ce que ça nous garantit qu'on est protégé contre une cyberattaque? C'est essentiel d'avoir ce genre de contrôle de sécurité en place, mais avec tous les cas qu'on peut voir dans la presse et à Montréal récemment, enfin au Québec, on se souvient à l'automne dernier du nombre d'attaques dont était mention dans la presse, que ça ne suffit pas d'avoir des contrôles de base, et puis il faut être prêt à réagir pour quand une attaque va arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des vulnérabilités zero day. Ça veut dire que c'est des vulnérabilités qui viennent juste d'être découvertes et qui peuvent donc être employées par des attaquants pour vous nuire sans que des correctifs de sécurité soient déjà disponibles pour corriger ces vulnérabilités sur vos systèmes. Très bien, très bien. Donc, on va poursuivre, Arnaud. Je pense que maintenant, on c'est ça, on a identifié nos cyberattaques. Je suis désolée, je regarde mon déroulement rapidement. Donc, je vais céder parole à Arnaud. Je suis désolée, j'étais en plus déstabilisée, mais bon, c'est bon, je reprends le déroulement. Donc, Arnaud, je vais vous laisser nous expliquer maintenant quel plan qu'on peut mettre en place pour se protéger. Et avant ça, avant que je vous cède la parole, j'aimerais informer nos participants que vous pouvez envoyer vos questions tout au long de la présentation d'Arnaud. Donc, on va les regarder suite à sa présentation. Donc, parole est à vous. Merci, Marina. Juste avant de rentrer sur les conseils que je vais vous donner pour vous présenter, je voudrais juste revenir sur qu'est-ce qu'une cybermenace. À l'origine d'une cybermenace, il y a toujours une source de menace qui va avoir différentes motivations, qui va employer des scénarios de menaces pour porter atteinte à la sécurité de votre organisation. Une source de menace, c'est par exemple le cybercrime qui va, pour des motifs financiers, vous envoyer un ransomware et porter atteinte à la disponibilité de vos systèmes. Voilà par exemple comment on peut définir une cybermenace. Mais ça peut, on a vu l'été où je suis arrivé à Montréal, le cas par exemple d'employés malveillants dans la région au Québec. Donc faites le tour de ces sources de menaces qui pourraient vous porter atteinte pour vous en prémunir. C'est ça l'idée. Et donc maintenant, je vais vous parler des conseils que je peux vous donner pour vous préparer à faire face à une cybercrise. Ce que je veux que vous compreniez bien, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle que vous allez pouvoir installer, claquer des doigts pour vous protéger. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas prêt, ça va être très compliqué pour vous de réagir face à une cybercrise. Alors, préparez-vous à être prêt. Au-delà de la tautologie, c'est vraiment développer les capacités techniques et organisationnelles qui vont vous permettre de réduire à la fois la probabilité d'occurrence d'une crise et les impacts réduire l'intensité des impacts que pourrait avoir une menace sur votre entreprise. Donc c'est ce genre de conseils que je vais vous donner. Comme vous le voyez sur l'écran, la majorité des conseils que je vous donne, c'est des choses que vous faites avant la crise. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est l'importance de l'anticipation. Donc mon conseil, mes conseils que je vais vous préciser par la suite, c'est d'abord bien connaître votre organisation, ses forces, ses faiblesses et les menaces qui peuvent l'affecter. Améliorer votre posture de sécurité, toujours progressivement. Mettez en place des capacités techniques pour surveiller, détecter, gérer les incidents. Adaptez votre dispositif de gestion de crise ou gestion des mesures d'urgence pour qu'il puisse couvrir aussi les incidents de type cyber. Préparez-vous à la continuité des affaires, anticipez votre plan de communication de crise, organisez
des exercices. Et puis penser aux cyberassurances, c'est très bien le point que vous venez de mentionner. Je vais rentrer maintenant sur chacun des conseils que je vous donne pour aller un peu plus précisément. L'ensemble des conseils que je vais vous donner reste assez général pour qu'ils puissent s'adresser à l'ensemble des organisations qui sont présentes. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser, je serai content d'y répondre. Mon premier conseil, c'est bien connaître votre organisation. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va vous permettre de connaître les priorités de votre organisation, de connaître les risques auxquels elle est exposée, de définir les menaces face auxquelles elle souhaite se préparer et de connaître les ressources et les capacités qu'elle a pour réagir. Pour ça, vous allez pouvoir aller chercher dans votre profil de risque d'entreprise, dans votre cartographie des risques. Est-ce qu'il y a juste un risque cyber qui a été identifié ou est-ce que vous avez plutôt identifié aussi le risque de vol d'informations, quelles sont vos données les plus sensibles, etc. Allez chercher votre cartographie des processus, allez chercher dans vos bilans d'impact sur les activités la hiérarchie de vos activités. Quelles sont celles qui sont essentielles? Quelles sont celles qu'il faut protéger en priorité? En termes d'environnement, vous pouvez regarder quel est votre environnement réglementaire. Est-ce que vous utilisez par exemple vous manipulez des données à caractère personnel qui, avec les réglementations qui sont de plus en plus renforcées, vous obligent vous contraignent à assurer une protection accrue sur ces données très sensibles. C'est aussi faire une veille, regarder parmi vos pairs. Au sein du club trafic, par exemple, partager l'information quand vous êtes attaqué, ça peut être utile à d'autres pour se préparer à ce même type d'attaque. Et puis en termes de ressources, quelles sont les compétences techniques de vos équipes? Est-ce que vous avez déjà des équipes techniques qui seraient capables de faire du forensic, donc de l'investigation en cas d'attaque? Et puis, dans la gestion de vos actifs, est-ce que vous avez bien un inventaire de tous vos actifs informationnels et de vos actifs matériels, donc je parle des serveurs, des postes de travail, de vos machines industrielles, avec la version qui est utilisée et ce qui permettrait de trouver éventuellement des vulnérabilités quand on sait que telle vulnérabilité est sur telle version, par exemple. Donc c'est très important de d'abord connaître votre organisation. Ensuite, mon second conseil, c'est d'améliorer votre posture de sécurité de l'information. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va justement vous permettre de réduire à la fois la probabilité et les impacts d'une cyberattaque sur vos systèmes. Juste un chiffre, en moyenne, les entreprises dépensent entre 5 et 10% de leur budget TI, de leur budget informatique, en sécurité. Donc ça peut être un moyen de comparer votre budget sécurité par rapport à une moyenne. Et puis, alors ici, à l'écran, je vous ai présenté les domaines de sécurité issus de la norme ISO 27002. Vous pourriez très bien prendre le cadre de gestion de la sécurité de NIST, un autre cadre de la gestion de la sécurité. L'important, c'est d'avoir une approche qui soit structurée pour pouvoir couvrir l'ensemble des champs de la sécurité. Je sais que les grandes organisations, je pense à CN par exemple, ont des programmes de cybersécurité, donc il n'y a rien de nouveau pour eux ici. Par contre, je sais aussi que les plus petites organisations font des choses en termes de sécurité, mais que ce n'est pas forcément structuré. Et je vous incite vraiment à faire un état des lieux, à évaluer votre niveau actuel de maturité de votre posture de sécurité, et puis de faire un plan, d'investir tous les ans dans la sécurité et d'améliorer progressivement votre posture de sécurité. Ça vous évitera d'être le plus faible, on va dire, et celui qui est donc attaqué. Mon conseil suivant, ça va être sur un des domaines de la sécurité que je vous présentais, c'est plus sur la sécurité opérationnelle. Mettre en place des solutions techniques, technologiques qui vont vous permettre de journaliser ce qui se passe sur vos systèmes, de détecter, enfin de surveiller, de détecter et de gérer les incidents. Ça peut être des outils, donc on parlait d'antivirus tout à l'heure, mais ça peut être des outils d'IDS, IPS ou de Endpoint Detection and Response pour tout ce qui va être détection, détection des intrusions par exemple,
Ça peut être aussi la configuration de cas de surveillance dans votre SIEM pour détecter des comportements anormaux sur vos systèmes. Donc tout ça, c'est les solutions techniques que vous allez pouvoir mettre en place. Assurez-vous d'avoir une équipe qui est formée et en capacité de le faire. Ça peut, par exemple, ne pas être des équipes internes si on parle, par exemple, d'entreprises qui n'ont même pas d'équipe TI. J'entendais ça tout à l'heure. Alors, vous pouvez l'externaliser, vous pouvez mutualiser des ressources. Et puis, bien sûr, bien préciser quoi faire pour gérer les incidents, quelles sont les étapes, quel est le schéma d'escalade. Bien documenter vos procédures et puis qu'elles soient connues de vos employés aussi. Par exemple, si, quelque chose que je vous conseille, si un ransomware s'affiche sur un écran, l'idée c'est de tout de suite débrancher la connexion réseau, donc soit couper le Wi-Fi sur votre poste de travail, soit débrancher le câble réseau. Ce genre d'activité, d'action, il faut qu'elle soit connue de vos salariés, de vos employés qui utilisent vos systèmes d'information au quotidien. Mon conseil suivant, c'est d'adapter votre dispositif de gestion des mesures d'urgence ou dispositif de gestion de crise pour qu'il puisse prendre en compte les crises cyber. Je sais que vous avez déjà des manières de faire pour la gestion de crise parce que vous avez, à chaque fois que vous avez une crise ou peut-être repenser à la pandémie, comment vous avez géré l'adaptation de votre activité, qui est-ce que vous avez rassemblé, etc. Il y a toujours des enjeux de métier, des enjeux de communication, des enjeux de ressources humaines. Donc c'est tous ces enjeux corporate, on va dire, qui sont gérés par votre cellule de gestion de crise corporate. Je vais juste boire un coup, parce qu'il fait chaud ici. Et mon conseil, c'est de vous assurer que vous avez en parallèle une cellule de crise cyber qui, elle, va gérer les enjeux cyber de la crise. Parce que, on l'a dit, il y aura des enjeux qui vont quand même être vos enjeux opérationnels, d'activité, de communiquer avec vos partenaires, etc., qui vont quand même devoir être gérés par la cellule de crise corporate. Et votre cellule de crise cyber va vraiment s'attaquer à la solution technique. Je ne vous ai pas présenté plus précisément qui on doit mettre dans une cellule de crise parce que chaque entreprise a sa propre singularité et je vous laisse chacun organiser sa cellule de crise. Néanmoins, que ce soit la cellule corporate ou la cellule cyber, vous devez être en mesure de pouvoir faire 3 fonctions, c'est-à-dire collecter de l'information et faire un état des lieux de la situation, prendre des décisions et assurer leur suivi, et puis communiquer aux différentes parties prenantes internes et externes sur la situation et les décisions qui ont été prises. Votre cellule de crise cyber, vous pouvez lui donner les mêmes principes de fonctionnement que votre cellule de crise corporate, qui sont la permanence. Ça veut dire qu'elle doit pouvoir être activée H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, parce que la cybercrise n'attend pas le mercredi. Et d'ailleurs, c'est souvent le vendredi soir ou le week-end que quelque chose se passe. Vos cellules, elles doivent être complémentaires. Chacun gère un domaine différent. Le principe de subsidiarité, ça veut dire que les décisions sont prises à l'échelon le plus adéquat. Le principe de communication unifiée, ça veut dire que les équipes de communication doivent se coordonner pour avoir un seul message. Ça ne veut pas dire que vous envoyez qu'un seul message, mais ça veut dire que le contenu du message doit être partagé par tous et que ça doit être le même message selon les différentes plateformes que vous utilisez pour communiquer. Il doit y avoir de la transparence entre les différents intervenants du dispositif de gestion de crise et vous devez les outiller, que ce soit pour la notification de l'alerte, pour renseigner une main courante par exemple, ou pour communiquer, envoyer des points de situation. Quand je parle d'outillage, ce n'est pas forcément des outils technologiques, mais ça peut être juste au moins des canevas qui puissent être affichés dans votre salle de crise ou partagés en ligne pour que vous puissiez être efficace pour votre gestion de crise. Vous parlez de salle de crise? Oui. Une salle de crise, c'est en général une salle qu'on a dédiée dans une entreprise pour gérer les crises et où on va trouver des équipements particuliers avec
je reviendrai dessus. Surtout, par exemple, dans le cas des cybercrises, ça pourrait être utile d'avoir dans cette salle des postes de travail qui ne sont pas connectés à votre réseau d'entreprise, parce que si ce réseau est compromis, ça pourrait être utile de pouvoir quand même utiliser des outils de travail qui ne sont pas compromis. Mais vous allez pouvoir trouver, je me souviens d'avoir travaillé dans une entreprise où il y avait même des boîtes de conserve dans un placard pour que la cellule de crise puisse fonctionner, même avec de la neige, et qu'on pouvait mettre les gens plusieurs jours dans cette salle de crise pour résoudre la crise sans en sortir, et ils étaient tout équipés. Donc le frigo, etc. Mon conseil suivant, c'est de vous préparer à la continuité des affaires. C'est quoi, ça veut dire quoi la continuité des affaires? C'est quand vous faites face à un scénario d'indisponibilité de vos ressources, que ce soit vos ressources humaines, vos ressources d'immeubles ou vos ressources TI, que vous puissiez quand même continuer de livrer les services pour lesquels c'est engagé, qui est la raison d'être de votre entreprise. Là, dans le cadre des crises cyber, ça va être vos systèmes d'information qui vont être les ressources qui vont être impactées. Qu'est-ce que c'est préparer un plan de continuité des affaires sur un scénario TI? Ça veut dire prévoir toutes les manières de fonctionner, de quoi j'aurai besoin, si je dois fonctionner avec à la main, au papier, est-ce que les commandes, on ne va plus les prendre par notre site web ou elles ne vont plus rentrer directement dans nos logiciels, mais il faut prévoir que les clients vont nous appeler, qu'on va renseigner les commandes ou qu'il faudra faire le suivi du fret à la main, ce genre de choses. Donc tout ça, évidemment, vous pourrez le réinventer le jour J, mais si vous l'avez anticipé et que vous avez déjà des procédures qui sont prêtes, vous allez gagner un temps fou. Une autre solution qui est complémentaire, c'est d'avoir un plan de secours après sinistre TI. En anglais, on appelle ça un Disaster Recovery Plan. C'est cette fois, imaginons que vos systèmes d'information soient complètement détruits et que vous ne puissiez pas les réavoir tout de suite. Il faut faire un plan pour les reconstruire. Et puis surtout, je vous conseille d'avoir des sauvegarde saine. Et ça, c'est souvent le bas qui blesse, on va dire. Parce que les attaquants peuvent être jusqu'à plusieurs mois dans votre système d'information. Et donc, même vos sauvegardes sont corrompues. Il faut remonter à des sauvegardes d'il y a plusieurs mois pour retrouver une sauvegarde saine. Donc, je vous conseille d'avoir régulièrement des sauvegardes et de les externaliser aussi, de ne pas les laisser sur votre réseau parce que sinon, elles risquent d'être corrompues également. Et puis, dans le cadre de la gestion des cybercrises, c'est bien vous assurer que toutes vos solutions de gestion de crise, elles soient résilientes face à une crise cyber. Ça veut dire peut-être avoir des outils accessibles hors de votre réseau d'entreprise pour pouvoir gérer les crises cyber en particulier. Mon conseil suivant, qui est dans la même veine, c'est d'anticiper la communication de crise cyber. Évidemment, avec le même conseil de dire que tous les outils de communication de crise doivent pouvoir être accessibles. Assurez-vous que vous ayez des moyens de communiquer, même si vos systèmes d'information ne sont plus disponibles. Par contre, le point que je voulais faire, c'est que souvent, vos communicants, et je ne leur jette pas la pierre, ne sont pas forcément des experts des questions cyber. Et si vous leur parlez de ransomware, d'attaque DDoS, ils ne vont pas forcément être à même rapidement de vulgariser ces informations pour les transmettre à un grand public. Et même mettons que vous ne soyez pas une entreprise qui a besoin de communiquer publiquement, il faut quand même transmettre les informations à vos partenaires d'affaires. Il faut être en mesure de vulgariser ces informations-là. Et donc, n'hésitez pas à organiser juste en amont des rencontres entre vos communicants d'entreprise et les experts techniques de votre entreprise. On me dit que je suis un peu long, alors je vais essayer d'accélérer, pour qu'ils puissent préparer des dossiers de communication sensible sur ces sujets-là. Mon conseil suivant, c'est donc d'organiser des exercices de gestion de crise. Parce qu'un plan qui est prévu mais qui n'est jamais testé, c'est comme si vous n'aviez pas de plan. Un exercice de gestion de crise, c'est une simulation
où vous vous entraînez à réagir à des situations qui n'ont pas lieu en vrai, mais sur lesquelles vous réunissez votre cellule de crise technique, votre cellule de crise corporate, vos communicants à réagir à cette situation. Les exercices, c'est utile pour s'entraîner, pour tester un plan, pour s'améliorer. Et combien de fois j'ai vu, en organisant des exercices, que des gens se rencontraient pendant les exercices. Et bon, ça c'est surtout vrai dans les grosses entreprises, mais ça permet de nouer de la confiance. Et des gens qui ont travaillé ensemble pour un exercice, ils auront moins d'appréhension à travailler ensemble dans la vraie vie par la suite. Mon conseil suivant, Marina l'a déjà évoqué précédemment, c'est la question des cyberassurances. Je ne suis pas là pour vous inciter à prendre une cyberassurance. Je suis là pour vous dire, posez-vous la question des cyberassurances. Est-ce que ça rentre dans votre logique de gestion des risques d'entreprise? Sachant que les risques, on peut soit les éviter, les réduire, les accepter ou les transférer. Prendre une assurance, c'est transférer son risque. Donc on paye régulièrement pour transférer son risque à une assurance. Il y a plusieurs usages et je vous laisserai faire un benchmark où vous simplement contactez votre assureur ou le partenaire de l'événement, enfin du club. L'usage principal que les gens font des cyberassurances, c'est de pouvoir permettre l'intervention d'une équipe d'experts techniques le jour où il vous arrive quelque chose. En général, les assurances qui vous proposent des cyberassurances ont des partenaires techniques et c'est eux qui vont vous proposer leur intervention, qui vont vous aider notamment sur la partie forensique, c'est-à-dire comprendre ce qui vous arrive, définir un plan d'action pour éradiquer la menace et reconstruire vos systèmes. Mon conseil suivant, c'était sur les règles d'or de la gestion de crise. Je ne sais pas si je veux les dérouler toutes, mais vous les aurez dans les slides après. Petit conseil, c'est imprimez-les, affichez-les dans votre salle de crise ou communiquez-les aux membres des salles de crise. Oui, Arnaud, vous pouvez élaborer si vous désirez. J'ai le temps. Allez, je prends une minute pour ça. Quand vous avez à faire face à une crise, pour être efficace, il faut que la détection soit rapide et l'alerte soit précoce pour mobiliser très rapidement votre cellule de crise et mobiliser les expertises appropriées, ce qui apportera de l'efficacité. Je vous conseille de tout de suite analyser les impacts immédiats pour votre organisation, mais aussi les impacts potentiels. Comment la situation elle pourrait être encore pire, parce que ça peut toujours être pire et c'est à ça qu'il faut se préparer. Assurez bien la traçabilité de l'événement et de sa gestion, conservez les preuves. Ça, c'est utile s'il y a une enquête derrière ou tout simplement pour faire votre retour d'expérience ensuite, tirer les enseignements. Et puis si la crise doit durer longtemps, pour l'équipe de gestion de crise qui va vous relayer, ça sera toujours utile d'avoir eu la trace de ce que vous avez fait. Partagez l'information de manière transparente au sein du dispositif de crise, j'en ai déjà parlé. Communiquez de manière appropriée à l'interne comme à l'externe. N'oubliez pas que tout ce que vous dites à l'interne, malgré la loyauté de vos employés, avec les réseaux sociaux, maintenant, tout ce que vous dites à l'interne, c'est comme si vous le dites à l'externe aussi. Par contre, c'est quand même important de prévenir aussi, de ne jamais oublier ses collaborateurs sur toutes les informations qu'on va partager. Anticipez les évolutions possibles de la situation. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et puis, peut-être une règle bonus, essayez de transformer la crise en opportunité. L'adage qui dit qu'il n'y a pas de... il ne faut jamais laisser filer une mauvaise crise. Profitez, là je m'adresse principalement aux responsables de la sécurité de l'information dans les organisations. Si un jour une crise arrive, profitez-en pour faire augmenter vos budgets de sécurité, investissez dans la sécurité. Toutes les règles de sécurité que vous vouliez passer, c'est le bon moment parce qu'elles vont être acceptées à ce moment-là. Et mon dernier conseil, ce n'est pas des moindres, ce n'est pas parce que c'est le dernier qu'il faut l'oublier, et c'est surtout, vous allez sortir de la crise, vous allez vouloir revenir à vos activités normales, etc. Prenez le temps, je vous enjoins à vraiment prendre ce temps de tirer les enseignements de ce qui vous est arrivé, pour ne pas renouveler les mêmes erreurs, pour corriger vos vulnérabilités, pour vous améliorer.
et puis éventuellement le partager avec les membres du club trafic, entre vous, partager pour tous monter en maturité. Ce qu'on appelle un retour d'expérience, il faut bien en définir le périmètre. Ça passe d'abord par une collecte d'informations. Ça peut être participatif en demandant à tous les gens qui ont contribué à la gestion de crise qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, quels sont les points forts sur lesquels capitaliser et quels sont les axes de progrès. Et ça permet de mettre en place un plan d'action. Et le suivi du plan d'action fait vraiment partie aussi du retour d'expérience. Voilà, c'était les 10 conseils que j'avais. Ma conclusion, si j'arrive à cliquer, ma conclusion, c'est aussi qui peut le plus, peut le moins. Si vous appliquez tous ces conseils pour vous préparer à une cybercrise, vous serez aussi en mesure de gérer des incidents de plus faible intensité et donc d'augmenter aussi votre performance, d'éviter les pertes, etc. Je vous enjoins à rentrer cet après-midi dans vos entreprises avec ces conseils et de commencer à vous préparer, c'est-à-dire faire le tour de votre organisation pour connaître vos forces, vos faiblesses, vos menaces, améliorer votre posture de sécurité de l'information, surveiller et pour pouvoir détecter les attaques, adapter votre dispositif de gestion de crise, préparez-vous à la continuité d'activité, anticipez la communication de crise, organisez des exercices, entraînez-vous, familiarisez-vous avec le sujet, pensez à la cyberassurance. Et puis surtout, n'oubliez pas de faire des retours d'expérience si un événement comme ça vous arrive. Très bien. Arnaud, j'aimerais que vous reveniez aux slides précédentes où peut-être on n'est pas obligé de l'afficher à l'écran parce que nous avons quand même reçu quelques questions. En fait, merci beaucoup pour vos précieux conseils. On va ouvrir maintenant la période des questions qui est ouverte qui est offerte en fait, présentée par le transport routier et Inside Logistics, commanditaire platine de l'événement, et le premier choix des lecteurs dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement. Donc, les questions, j'ai regroupées par thème, par grand thème. Donc, parfait, merci beaucoup. En fait, on voit qu'il y a quand même le questionnement qui fait un peu notre réalité en ce moment, c'est le télétravail. Oui. Donc, vous savez que les experts, de plus en plus, s'accordent qu'il y a millions d'employés qui vont aller chez eux, à domicile, où ils vont se promener avec les appareils de l'entreprise, les tablettes, les téléphones, les laptops. Donc, Arnaud, est-ce que c'est une source de danger considérable selon vous? Et si oui, comment on peut se protéger? Alors, le télétravail existait avant la pandémie, hein, donc ce n'est pas une nouveauté. Le télétravail n'est pas un danger en soi, mais ça peut augmenter les risques. Là, c'est surtout ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est qu'on a mis en télétravail des millions de personnes qui n'étaient pas habituées à travailler comme ça. C'est même arrivé que des gens télétravaillent avec leurs outils personnels et pas leur matériel informatique d'entreprise qui sont plus sécurisés, qui peuvent être surveillés justement. Là, si vous êtes chez vous avec votre ordinateur familial, que les enfants jouent dessus, qui téléchargent, on ne sait pas quoi, avec potentiellement des malwares, vous allez risquer d'infecter votre entreprise avec votre matériel personnel. Et puis, sans parler de ça, il y a aussi beaucoup d'outils de communication qui ont été ajoutés pour leur fonctionnalité collaborative pendant cette crise avec des gens à distance, sans forcément trop se poser la question de la sécurité. Donc ça, c'est un conseil vraiment sur à chaque fois que vous avez un nouveau projet, que vous voulez mettre en place une nouvelle solution, veillez à l'intégration de la sécurité dans les projets. Donc faites une analyse de risque et là où il peut y avoir des risques, mettez des contrôles de sécurité. Un autre point peut-être qui m'est venu et que j'ai laissé filer, on parlait de télétravail. Ah oui, c'est que les gens qui se retrouvent isolés chez eux peuvent être aussi beaucoup plus susceptibles de se faire avoir par les tentatives de phishing qu'on a beaucoup observées au début de la pandémie, qui existaient déjà. C'est juste que les attaquants se sont adaptés au contexte et ont mis à jour leurs tentatives de phishing, sans forcément parler des cas de fraude au président qui peuvent être très graves en termes financiers. Mais ça peut être aussi des invitations à cliquer sur des liens et là, une bonne sensibilisation de vos collaborateurs. Donc, est-ce qu'en priori, si je résume, c'est carrément de dire aux employés, c'est les appareils de l'entreprise que vous utilisiez ou plutôt sensibiliser parce qu'on n'a pas de contrôle de ce qui se passe à domicile?
Ouais, une bonne sensibilisation des collaborateurs, c'est jamais perdu. En plus, ça fait partie de votre presque responsabilité sociale d'entreprise. Si vos employés sont bien formés à respecter les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité dans leur travail, ils le feront aussi chez eux et ce sera des employés qui seront moins vulnérables. Ce sera des Canadiens, des Américains moins vulnérables. Très bien. Donc, il a quand même les façons de prévenir et d'essayer d'anticiper ce problème-là. La prochaine question, je reconnais très bien les membres du club de trafic qui nous posent cette question. Donc, on parle ici de système, en fait, écosystème numérique de demain, le stationnement intelligent, les gestions du trafic automatisé. Tous ces systèmes dépendront beaucoup de la 5G, de systèmes comme Edge Computing et Blockchain. Ça, c'est un système qu'on parle beaucoup dans notre domaine. Est-ce que, en tant qu'expert, vous pensez de mettre nos données quelque part en cloud, de partager? Est-ce que ça nous protège plus parce que c'est crypté ou, au contraire, on s'expose plus? Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Je vais peut-être répondre sur plusieurs points. D'abord, dire que si ces nouvelles technologies viennent remplacer des solutions qui sont obsolètes, alors, de toute façon, c'est un bienfait pour la sécurité de votre organisation. Ensuite, évidemment, toutes les nouvelles solutions viennent avec des nouveaux risques et des nouvelles menaces. Et comme je disais, l'important, c'est de bien analyser les risques avant, savoir est-ce que vos données les plus sensibles, est-ce que vous avez vraiment envie de les partager, etc. La question du cloud, moi, je pense qu'on peut faire confiance surtout aux grands acteurs du cloud pour assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité de vos informations. Mais on a vu, juste avant Noël, je ne veux pas les citer, mais Google a eu quelques problèmes de disponibilité. Donc même à eux, ça peut leur arriver. Donc mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Utilisez ces services en toute sécurité et confiance, mais n'hésitez pas à avoir une sauvegarde de vos données les plus sensibles à côté, par exemple. Il y avait beaucoup de choses dans cette question, mais oui, pour améliorer votre performance et en utilisant des nouvelles technologies qui, à mon avis, vont aussi permettre d'améliorer la sécurité. Il y a plein de solutions de sécurité qui sont rapportées par ces nouvelles technologies. Très bien, on est quand même se sent plus protégé, mais on va suivre vos conseils, on va vraiment établir quelles données on peut partager, lesquelles on va vraiment protéger à l'interne. Peut-être deux petites questions qui sont affichées à l'écran. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de simuler une plante d'action. Je trouve que c'est une excellente initiative. Ça nous permet vraiment de voir où est les faiblesses, où je dois améliorer peut-être certains points. Donc, demain, on arrive dans nos bureaux. Quel est le premier exercice à faire selon vous? Évidemment, vous pouvez faire des exercices sur n'importe quel type de scénario cyber pour vous entraîner. Si vous n'avez jamais fait d'exercice, moi je vous conseille de commencer par vous entraîner sur un scénario fuite de données parce que ça permet aussi beaucoup de sensibiliser les membres de votre cellule de crise corporate qui sont souvent la direction générale de l'entreprise à ces questions-là de fuite de données, etc. Ça permet de vraiment impliquer aussi les acteurs de la communication. Et puis, ce n'est pas un scénario qui est trop technique pour commencer. Et puis, petit à petit, vous pouvez jouer sur un ransomware qui va aussi bloquer vos systèmes. Et même la cellule de crise, elle ne pourra plus utiliser ses postes de travail. Vous pouvez jouer sur un scénario beaucoup plus technique avec votre cellule de crise technique, avec ce qu'on appelle une APT, une Advanced Persistent Threat, où votre équipe technique va devoir trouver qu'a fait l'attaquant, depuis combien de temps il est là, etc. et remonter, faire ses investigations à partir de faux journaux. Évidemment, tout est simulé. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi tester vos plans de continuité d'activité. Très bien. Et j'ai deux questions de suite, suite à ce que vous avez élaboré tout à l'heure. En fait, permettez-moi de vous poser deux questions. En fait, donc on pense qu'on peut mettre en place rapidement cet exercice et on doit regrouper notre salle de crise, notre cellule de crise, on doit les réunir dans une salle de crise que vous avez parlé tout à l'heure, en espace virtuel, est-ce que c'est possible ou
Forcément, il faut se déplacer pour avoir accès aux conserves, les frigos. Surtout aujourd'hui, dans la situation qu'on a. Évidemment, tout dépend de votre entreprise. J'avais une discussion récemment sur le fait que en fait, la pandémie et le télétravail, c'est surtout bon pour les cols blancs qui peuvent travailler depuis chez eux. Dans les usines, il n'y a pas de télétravail, les gens ils travaillent vraiment dans l'usine. Donc si vous êtes sur place, rassemblez-vous sur place parce qu'on travaille beaucoup mieux quand on est ensemble. Si tout le monde est chez eux parce que vous avez une activité qui peut, l'essentiel en tout cas des membres de la cellule de crise sont tous en télétravail présentement, ayez des solutions qui vous permettent de vous connecter à distance, qui soient aussi distinctes. Alors, en temps normal, utilisez vos outils habituels. Mais si vous avez une solution qui vous permet de vous connecter à distance, ça peut être des outils standards que vous utilisez, WhatsApp, Signal, Telegram, toutes les messageries, ça peut être aussi un moyen de se contacter en dehors du système d'information de l'entreprise si vous pensez que votre système d'information a perdu son intégrité. Ça, il faut bien penser à ça. Donc, quand vous avez dit anticipez, préparez-vous, pensez à l'avance parce que le temps, c'est ça ce qui est le précieux. Soyez un peu pessimiste. Qu'est-ce qui pourrait toujours arriver de pire et prévoyez-le. Très bien. Et peut-être deux questions aussi. Vous avez parlé de ce plan d'action, d'intégrer votre équipe ensemble, de mettre ensemble à travailler. Mais pour les entreprises comme le club de trafic, où les budgets sont limités, on ne peut pas avoir l'équipe IT en permanence ou on ne peut pas avoir même les experts externes, peut-être pour gérer les cybercrises pour nous. Est-ce qu'il y a des solutions que vous proposez pour ces clients? Est-ce que vous avez déjà les cas comme ça? Vous pouvez éventuellement mutualiser au sein de toute une chaîne d'approvisionnement et puis embaucher une ou deux ressources ou partager des ressources au sein de la chaîne d'approvisionnement. Ça peut être des questions qui peuvent s'étudier comme ça. Vous pouvez aussi, je vous disais tout à l'heure, surveiller vos systèmes. Parce que si vous ne surveillez pas, vous ne saurez pas que quelqu'un est rentré, qui vous a volé des données, etc. Ça peut coûter cher d'embaucher quelqu'un, surtout dans des petites entreprises, qui va surveiller, qui va être là juste pour surveiller les systèmes en permanence. Ce que vous pouvez faire, c'est externaliser cette activité en juste... on peut s'abonner à un SOC, à un Security Operations Center, et puis envoyer, connecter pour que le SOC surveille à distance les quelques serveurs ou machines que vous pourriez avoir. Et je crois que le paiement se fait à la souscription du nombre de machines qu'on veut surveiller. Ah, très bien, très bien. Il y a quand même de bonnes options. Et je crois que la dernière question que j'aimerais que vous élaboriez ici, il y a quelqu'un qui veut savoir en termes, vous avez évoqué ça pendant votre présentation, on en a bien pensé, tous nos systèmes, on a tout mis en place, mais c'est notre fournisseur qui était exposé, donc il devient une cible d'une cyberattaque. Est-ce qu'on peut savoir qu'on était hacké à un tiers et comment on peut se protéger en fait? Vous allez pas pouvoir savoir ce qui s'est passé chez un tiers, donc c'est à sa responsabilité aussi de vous communiquer jusqu'à ce que ça puisse se voir rendu public et là vous le saurez, donc il vous faudra juste réagir. J'ai pas une belle réponse pour ça, par contre j'avais passé une autre question sur le fait de savoir comment est-ce qu'on pouvait savoir si on était facilement hacké par un attaquant extérieur. Ah d'accord, OK, très bien. Moi, je pense que ça quand même rejoint dans on ne peut pas facilement savoir, mais il y a plusieurs techniques. Si vous êtes possiblement, pour savoir si vous êtes possiblement attaquable, c'est de savoir si vous avez des vulnérabilités. Et donc, vous pouvez faire tourner sur vos machines des scans de vulnérabilité pour détecter des vulnérabilités. Soit vous pouvez faire intervenir ce qu'on appelle des pen testers pour faire des tests d'intrusion. Peut-être que vous faites déjà des tests d'intrusion physique pour que des gens voir si votre sécurité physique est efficace. Des gens qui vont essayer de rentrer soit en sautant les barrières, soit en se faisant passer pour quelqu'un, soit en disant qu'ils ont rendez-vous et monter dans les étages, etc. C'est la même chose qui se passe dans le cyberespace. Des
des cyber... enfin, des... Criminel. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est que ça va être souvent, c'est des consultants qui vont tester la sécurité, essayer de vous porter atteinte dans la limite du contrat que vous avez signé avec eux, mais juste pour vous montrer, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'un attaquant mal intentionné serait capable de faire sur vos systèmes. Donc ça vous permet de savoir si vous êtes facilement attaquable ou pas, et ça permet souvent en général de mettre en place un plan d'action pour corriger toutes ces vulnérabilités. Tout à fait. Ça nous permet vraiment d'avoir un plan d'action clair en sachant comment on peut, de par où on peut Où sont les plus trous dans la attaquer. raquette et, Bien, je pense que nous avons conclu notre période des questions et avant, donc je reçois le message de studio qu'on a répondu à toutes les questions. Mais avant de vous laisser, j'aimerais lancer une autre fois le sondage en direct qui est offert par Essor Assurance. On va vous poser la même question. Sur une échelle de 5 à, sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure êtes-vous prêt à faire face à une cybercrise? On espère que les réponses changent. Maintenant, on a les clients qui se trouvent dans l'autre palier et qui trouvent maintenant, ils se trouvent plus prêts pour la cybercrise. En attendant que nous avons les résultats du sondage disponibles. Donc, j'aimerais remercier Arnaud pour votre excellente présentation. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Merci pour l'invitation. Je remercie CGI, qui est notre membre du club et notre partenaire également. Merci encore à nos commanditaires CN, Montreal Gateway Terminals, Port de Montréal, Essor Assurance, Transport routier et Inside Logistics. Merci de nous garder, de nous aider à garder la chaîne d'approvisionnement connectée. Je tiens aussi à remercier l'équipe technique qui travaille en arrière avec nos interprètes. Merci beaucoup pour votre travail fantastique. Et surtout, j'aimerais remercier tous les participants qui se joignent à nous aujourd'hui. Vous faites partie de notre succès toujours. Je vous invite aussi à répondre à un court message, court sondage qui sera vous envoyé via chat en ce moment. En fait, c'est un sondage post-événement. On veut avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de notre événement virtuel? Quelle est votre expérience? Mais surtout, on veut avoir votre avis sur le sujet que vous voulez qu'on aborde avec nos experts invités. Je crois qu'on pourrait projeter les résultats du sondage. Donc, on se trouve quand même une augmentation des clients qui se trouvent plus près, mais on voit que encore les clients qui se trouvent moins prêts pour faire face à la cybercrise. Donc, vous avez beaucoup de travail à faire, Arnaud, comme nos clients aussi. En fait, je pense que les clients qui se trouvent maintenant dans le palier, qui se trouvent peut-être moins prêts pour faire une cybercrise, donc je vous invite à communiquer avec Arnaud directement. Je suis certaine qu'il peut vous aider. Il peut clarifier certains points que vous voulez clarifier avec lui. Donc, demain matin, on vous envoie sa présentation en 2 langues, français et anglais. On envoie aussi les coordonnées d'Arnaud. Donc, prenez contact avec lui directement pour vérifier vos plans, pour valider les certains points que vous avez envie de valider avec lui. Et je crois que maintenant, on vous invite maintenant dans la salle de réseautage pour vous permettre de terminer vos discussions entamées ce matin. And our English guests, you would have to leave translation room right now. You would have to leave your virtual table and you have to get back to the networking space. Donc, merci encore Arnaud, merci encore à tous. Bon réseautage, bonne journée et à la prochaine.